Okay, so let me open to the ground and to collect some questions, and so the speaker can answer, and we can hold, we can have a discussion together. Oui, bonjour, Isabelle de Garay, Université de Bordeaux. J'aurais une question pour nos collègues Juana Cuaco et Lucie Morissette. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu plus d'éléments sur l'autorisation donnée par le législateur fédéral de mettre en place donc des projets pilotes pour définir les conditions de travail? Quel type de... Je n'ai pas bien compris en fait quel était le cadrage donné par le législateur sur ces projets. Et pour être peut-être un peu plus précise, vous avez terminé en disant qu'il existait deux systèmes normatifs qui cohabitaient. Donc, est-ce que le projet pilote consiste à donner l'aval à la production de normes d'entreprise, Uber, pour réguler les conditions de travail, et donc on serait dans un modèle complètement antinomique entre une réglementation sectorielle nationale et une réglementation d'entreprise. Est-ce que c'est ça la cohabitation entre les deux modèles? Enfin bref, donnez-nous s'il vous plaît plus d'informations. Merci pour la question. Je vais surtout laisser ma collègue répondre. Est-ce qu'on prend comment cette idée d'expérimentation a été est venue dans le projet législatif lui-même? Comment le législateur a-t-il décidé et pourquoi a-t-il décidé de donner lieu à l'expérimentation? Est-ce qu'il y a plusieurs questions ou est-ce qu'on fait venir plusieurs questions en même temps? Okay, I think we can take the questions together, and they can respond together. Okay. Thank you very much for the presentation. Great stories of precarious work in all three case studies. What I'm curious about is how did rating systems, five-star rating systems, and the inflation of these rating systems enter into this, whether it's the situation in New York is describing precarity when we talk about people transitioning to this, or the context is generally how rating systems factored into, so the increasing of precarity as disruptive technologies disrupt the market, but then there's also these things that cause more precarious work alongside that disruptive technology. Okay. Merci pour vos présentations. Merci pour les présentations. Ça ne fonctionne pas, non? Merci pour les 4 présentations intéressantes. Ma question porte sur l'ancienne forme de régulation d'où on est parti versus où on pourrait s'en aller. Merci. Parce que, comme vous l'avez mentionné, l'ancienne régulation n'était pas non plus optimale. Et à Montréal, on a un exemple de nouveaux joueurs dans l'industrie du taxi qui est Théo Taxi, qui viennent de former un syndicat la semaine dernière, justement, où on a un exemple de ce que pourrait être une nouvelle forme de régulation intéressante, c'est-à-dire que l'entreprise détient les voitures, les chauffeurs sont payés à un taux fixe de 15 $ de l'heure et plus de pourboire. Et ils ont, si je ne me trompe pas, ils ont un plan d'assurance et un plan de retraite. Et ça fonctionne sur une plateforme, donc la société pro-technologique dans laquelle on vit est satisfaite. Donc je me demande si l'événement Uber ou la pseudo-révolution Uber ne serait pas l'opportunité de migrer vers une nouvelle forme de régulation qui ne sera pas celle d'Uber, heureusement, mais quelque chose de mieux. Hi. Yeah. Thank you for those papers. I'll just say I'm coming from a background where I've written a history of taxi capitalism in Toronto. And so it has some resonances with what I heard. But
for Irwana and Lucy, what I didn't hear in your analysis is anything about where labor fits in and the place of labor exploitation and labor conflict and resistance by drivers in shaping a regulation. So I'm wondering if in another version of your paper you've dealt with that in much in the way, I guess, that Hannah has. And for Hannah, I was just wondering, in terms of worker voice, right, whether it's going, I mean, it seems to be directed now at municipal regulation, perhaps because collective bargaining in the United States is out of the picture. But I was also wondering if there isn't a drive by taxi drivers, because I've seen this in Toronto certainly, to gain the status of independent commodity producers so they're free of all the rentiers who've been exploiting them for all those years, whether it's the dispatch, whether it's the platform, whether it's the medallion owner, where they can, sort of own the medallion or have the right to drive themselves without having to pay somebody else in order to be able to operate effectively. That was a big push in Toronto until Uber came onto the scene, and that kind of ended it. Yes. Any more questions? Okay. Yeah. Okay, please. Mais peut-être en français. Is the translation on? Or? Yeah, the microphone of the translator was off. Ok. Alors, je vais poser ma question en français, du coup, mais c'est pour Hannah. Merci pour toutes les présentations, mais pour celle-ci, dans laquelle on s'est beaucoup reconnu, Sophie et moi, on travaille sur les chauffeurs Uber en France. Et c'est très intéressant de voir que ce que vous avez raconté sur les mobilisations de chauffeurs de taxi, c'est des choses qu'on retrouve assez étrangement sur les mobilisations de chauffeurs Uber. Bon, j'en dis pas plus maintenant, mais une des questions était, est-ce que dans le syndicat dont vous avez parlé, les chauffeurs Uber sont pas représentés? Il me semble que, enfin, is that correct? Yeah, okay. Et est-ce qu'ils ont des formes d'organisation collective, tous ces nouveaux chauffeurs, et quelles sont les relations qu'il y aurait entre les structures collectives des taxis et celles des nouveaux chauffeurs? Et est-ce qu'il y a aussi quelque chose de, vu que vous avez parlé de leur présence aussi dans le mouvement anti-Muslim ban, est-ce qu'ils ont des trajectoires migratoires différentes, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Uber? Est-ce qu'il y en a qui sont plus récemment arrivés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là aussi? Et peut-être une dernière question sur qu'est-ce qui a permis au syndicat, à part son poids assez important, mais qu'est-ce qui aurait permis au syndicat d'obtenir ce qu'il a obtenu? Est-ce qu'il y a des relais politiques? Est-ce qu'ils mènent des actions juridiques? Enfin, quelles sont leurs ressources pour obtenir des choses politiquement? Okay, so I think let's give the opportunities to the speakers to respond to these questions. Okay? Alors, je vais commencer. Il y a plusieurs choses qui vont se recouper. Merci pour toutes vos questions. La première, pour Isabelle. Évidemment, j'ai pas eu le temps nous n'avons pas eu le temps d'exposer la naissance en fait du projet pilote. Ce qui est de particulier, c'est qu'en fait, l'ajout qui a été fait dans la loi concernant le transport par taxi, c'est fait par une espèce de loi parachute qui couvrait notamment un ajout justement dans la loi concernant le transport taxi. C'est l'article 89 que je vous ai lu un peu plus tôt, donc en 2015. Cet ajout-là faisait le lit à la possibilité qu'avait le gouvernement d'adopter des projets spécifiques. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est clair que l'analyse historique que nous avons faite, et on a fait une analyse historique parce qu'il y a plusieurs pans à analyser dans, évidemment, l'avènement d'Uber. Uber étant un phénomène parmi tant d'autres, mais c'est pour ça qu'on ne s'est pas
spécifiquement intéressé à la précarisation de ces travailleurs-là. C'est une autre question en soi, mais évidemment, ce qui est en filigrane, c'est de s'intéresser au type de réglementation. Je ferme la parenthèse et je reviendrai là-dessus. Il y avait clairement la volonté de la part du gouvernement, à travers l'histoire que l'on voit, où le gouvernement, nous, ce qu'on a pu observer à travers l'analyse des quasiment 100 ans de réglementation, c'est que le gouvernement a tenté à de multiples reprises à faire évoluer l'industrie. Et il y avait un manque de cohésion, un manque de leadership de la part des acteurs pour faire évoluer cette industrie-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des revendications. Il y en a eu tout au long de l'histoire, mais elles n'ont pas abouti à des transformations majeures. On était quand même dans une phase ascendante de modernisation de l'industrie au moment où Uber est arrivé. Je pense que la révolution technologique poussait l'ensemble des acteurs, et ce n'est pas propre à l'industrie du taxi, à évoluer. Par contre, c'est arrivé, pourquoi ça a pris cette forme-là ? Il y a eu, et je pense, Lucie, tu pourras me ajouter, enfin, je ne pense pas me contredire, mais ajouter à ce propos, il y avait beaucoup de dissensions, politiquement parlant. On a eu une série de 3 ministres de transport qui se sont succédés, avec des visions distinctes. Et c'est apparu un peu comme le projet pilote avec Uber, c'est apparu comme un compromis. Et comment ça s'est fait ? Uber s'est assis avec le gouvernement pour essayer de trouver un arrangement. Eux-mêmes ont continué leur pression. Uber a continué sa pression de son côté, en montrant à quel point il était important qu'il pénètre le marché du transport par taxi. Mais parallèlement, ce n'est pas le premier projet pilote qui a été adopté, puisque le projet de Uber dont monsieur a parlé, Théo Taxi, est arrivé également, avec un projet qui est quasiment à l'antipode d'Uber. Donc un projet qui est non seulement qui combine à la fois des préoccupations environnementalistes, puisque l'ensemble des véhicules sont électriques, et deuxièmement, avec des préoccupations sociales, on arrivait avec un 15 $, donc au-delà du salaire minimum qui est à 12,75 $. Donc on arrivait vraiment avec un modèle social différent. Donc on a ces 2 projets pilotes qui cohabitent, et on a, 3e réglementation, la loi concernant le transport par taxi, qui lui aussi impose des règles. Qu'est-ce que ça va... donc, grosso modo, c'est ça qui cohabite. L'idée d'un projet pilote, de notre point de vue, et c'est pour ça qu'on a raccroché un cadre conceptuel particulier, c'est qu'on est vraiment dans une expérimentation réglementaire. Dans le sens où on met en place un projet qui temporellement est défini. C'était des projets de 1 an qui ont été reconduits et qui viennent tout juste d'être reconduits là. Donc, nouveau gouvernement, il y a 15 jours, là, je pense, c'est 15 jours, 3 semaines, renouvellement à nouveau du projet pilote. On donne un peu le temps au gouvernement de placer les choses, de voir un peu comment les choses vont évoluer, puis qu'est-ce qui va être, comment les choses vont être le plus équitable peut-être, ou comment on va arriver à une réglementation. Je pense que il y a un travail qui est fait, et on peut l'observer. Il y a eu un resserrement déjà quand le premier projet pilote a été adopté. On avait, et c'est juste un exemple, on avait par exemple délesté à Uber le pouvoir de dire, écoutez, faites la vérification des antécédents judiciaires. 2e projet pilote, lors du renouvellement, on est venu resserrer cette règle. On avait également imposé seulement 20 heures de formation sur la toponymie, puis sur ce que c'est que le métier de chauffeur. On est arrivé à 35 heures. On a augmenté, donc un peu resserré les règles vis-à-vis d'Uber. On s'entend que c'est très léger, mais ça a été un renforcement. Je dois dire que, grosso modo, ça fonctionne, mais on a comme un régime à 2 vitesses. On a un régime à 2 vitesses. Vers quoi on va aboutir, je pense. Déjà, on le voit au niveau des prix. Les prix qui étaient très contrôlés sont libéralisés du côté d'Uber, mais pas du côté du chauffeur traditionnel. Donc, cela fait en sorte qu'on a comme
une inéquité de fait qui est présente. Maintenant, vers quoi on va aboutir? L'avenir le dira. J'ai un petit peu mon idée là-dessus, mais voilà. Est-ce que ça répond à... Oui, c'est assez intéressant. En fait, on a affaire à un gouvernement très opportuniste Mais clairement, je pense qui se sert en fait de cette irruption sur le marché pour faire avancer ses propres options dans la régulation de l'industrie. Tout à fait. Tu veux ajouter quelque Oui, chose? bien rapidement, parce que, mais il faut dire, et on vient de le mentionner, que ça fait plusieurs années que le gouvernement essaie d'amener l'industrie à se moderniser. Ils les ont amenés à essayer de se prendre en charge, qui n'ont jamais saisi l'opportunité. Peut-être rapidement, puis après, là, sur la question du travail et des conflits qui a été évoqué, on l'a pas fait, c'est ma faute, j'ai trop pris de temps, mais il y a eu ponctuellement des conflits importants. Il y a eu le mouvement de libération du taxi dans les années 70, qui ont mis des bombes un peu partout au Québec, puis qui ont forcé le gouvernement à réagir. Et il y a eu des mouvements comme ça, ponctuels, où les chauffeurs se sont regroupés, ont manifesté et ont eu un certain succès. La difficulté, c'est de maintenir cette solidarité dans le temps. Et l'arrivée d'Uber les a resolidifiés autour de cet enjeu-là. Je voudrais juste ajouter que, évidemment, nous, au Québec, il y a eu des tentatives de syndicalisation. D'accord ? En 1980, arrêt de la Cour suprême, en Alberta, dans un contexte très particulier, il faut dire, et d'interprétation de la loi albertaine, qui est un peu spécifique, où on n'a pas reconnu le statut de travailleur salarié à ces chauffeurs. 1989, au Québec, tentative de syndicalisation, échec. Qu'est-ce qu'on a en place à l'heure actuelle? On a le RETAM, qui est le regroupement des travailleurs autonomes métallos, donc affilié à la FTQ, qui a pour objectif, au fond, d'offrir des services aux chauffeurs traditionnels. Et ils ont été actifs. Il y a eu des regroupements et l'association haïtienne, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais l'association haïtienne a existé depuis les années 60 et elle a été active ces derniers temps. Plutôt, elle a été active en regard des motifs de discrimination qui concernaient ces chauffeurs-là. Et ces dernières années, l'association a été active sur le plan judiciaire. Parce que les tribunaux, on n'a pas eu le temps de parler de tout ça, mais les tribunaux ont été saisis. Il y a eu toutes sortes d'échecs. Et ce n'est pas faute d'avoir mis le paquet, parce que faute de pouvoir faire réagir le gouvernement, ces associations-là se sont tournées vers l'action judiciaire. Il y a eu un bénéfice quand même, il y a eu une action collective qui a trouvé faveur auprès des tribunaux, justement pour permettre au fond au moins une rétribution au niveau de la dévaluation de la valeur des permis. J'ai parlé trop vite. Ça va? Oui. Okay, so I'll maybe try to go in reverse order. So with the New York Taxi Workers Alliance, when they started back in the sort of 90s, they started as what you call the Lease Drivers Coalition. So it started expressly focused on the rights of lease-based drivers. With financialization of the industry, there was introduced a group of people in the market called brokers, who were then also responsible for helping people finance vehicles, helping them locate medallions, helping to underwrite all of this type of stuff. And so very early on, when the transition happened from Lease Drivers Coalition to the New York Taxi Workers Alliance, which was in like 1998, they took a very broad-based organizing approach. So, I mean, that's reflected in the staff as far as where people are from, what languages they speak, but also what sectors they work in. In your question about sort of other types of representation, they're not the only group that's working in New York with taxi-related stuff. So the Teamsters had a sort of settlement with Uber to create a group for Uber drivers. One of the program receives financial support from Uber. And one of the terms of this agreement is that the Teamsters will not challenge the employment status of
the drivers. And so it's been really highly criticized for that. But there are sort of 3 different approaches that are happening throughout the United States when it comes to drivers and representation. So you have in Seattle, the Teamsters are working in Seattle. The aerospace machinists are the ones in New York. So in Seattle, you have a case where they've tried to introduce legislation at a local level that will allow independent contractors to be part of a union irrespective of their employment status. You have approaches which have been used also by the New York Taxi Workers Alliance to try to bring self-employed workers under greater protection of existing labor law. So they recently had some important wins with unemployment claims for the state of New York. That's a pretty piecemeal approach. And then you have sort of these other attempts at sort of dialogue, whether that is through administrative rulemaking procedures, sort of with local government, or, attempting to directly deal with garages. So that sort of leads to your question about municipal regulation and that being a site of potential gains. That the New York Taxi Workers Alliance has had a lot of success dealing at the administrative level with administrative rules and regulations. There are a lot of non-monetary gains that are to be made there as well around working conditions. So that type of administrative regulation governs everything from hours to fares to when you honk your horn, where you can stop. I mean, it really dictates whether or not you can transport medical equipment, right? Really dictates what drivers are doing at a very, very minute level. And so they have had gains there, but I think that's also why it's really important to discuss this type of regulation at a city level, because that's where it takes place. So, it's when it comes to sort of independent producers, in some cities, in the Southwest, they have a medallion. Once you retire, the medallion goes back to the city. There are sort of equitable ways of making sure that, putting the brakes on some of the financialization stuff. Regarding rating systems, so rating systems are pretty interesting, I think, in the gig economy generally. It's one site where workers have really tried to make inroads in terms of rebalancing the power dynamic. So rating systems, for those of you who are unfamiliar, if your ratings drop below a certain level, you can be removed from platforms. So in the case of ratings, like there are some workers groups like faircrowdwork.com, projects out of IG Metall in Germany, Turk Opticon, where they are actually rating now these platforms in order to try to provide workers with a better sense of what it might be like to offer your labor through these services. There's not a ton of sort of enforceable leverage there. It's sort of like a stamp of approval if you have sort of decent conditions. But I think it's also important to realize that ratings are not used the same way across all of these platforms. So they can either be used in sort of a reputation building opportunity. For example, Airbnb, if you're a top host, you will be listed at the top of the page, right? Or for Upwork, if you do great work, then maybe your name comes up first. And then what that means is that when someone's looking for a worker, they see you first, right? Ratings help you build your career in these, or can help you build your career in these online spaces. When it comes to the case of Uber, however, it's really used as a disciplinary mechanism. So if you fall below a certain number of points, yes, you are removed. So, that certainly adds another sort of layer in terms of, areas for exploitation. One of a common worker grievance is that there was not, for a long way anyway, to contest your rating if you received a poor rating. But one of the ways that workers are now trying to explore with how they might be able to gain more control over the system would be to have things like portable ratings. So if you have to multi-home and you're working on 4 or 5 platforms, wouldn't it be nice if you could take all the time and money and energy you've spent building your career
And this probably would work better for crowd work than it would for on-demand, place-based services like Uber. But wouldn't it be nice if you spend time building your career on one platform that you're able to then port that rating, if it's of benefit to you, to a new digital space? Okay. Yeah. So, any more questions? Yeah, please. Yeah, I'm wondering, Hannah, if you can also speak a little bit to the Black Car Fund. And then what I'm curious about is if any of these worker groups. Microphone. Sorry. Let me repeat that. So I'm wondering if you can speak to the Black Car Fund, and I'm also curious to find out if you know whether the New York taxi drivers have thought about trying to develop their own digital platforms, perhaps to provide their own ratings and that sort of thing, because it seems like it's really the digital ownership that is affecting their control of work. Okay. Any more questions? Okay, so may I have one question for the third speaker? So could you tell us why you look at the formal contracts? I mean, the signing the contracts. So especially in the why it's significant in the context of China. So will I mean, even though they signed the labor contract, employment contracts, will the employment contract bring about decent work, better salary, better incomes, and when they are sort of associational power and structural power? I also have a question. Technically, yes. Oh, sorry. Oh, no, I was just going to add a question. Yeah, also for you, about why you chose Uber instead of Didi, which is the largest on-demand app provider in China. So regarding the Black Car, so within New York City, there are various subsectors of for-hire vehicles. There are yellow cabs. There were green cabs were introduced around the same time that Uber entered. Black cars have been in the city for a long time. When it comes to tests of the employment relationship, if you are told where to drive, where to pick up people, so on and so forth, that is usually an indicator that you are an employee. And when cabs in the 70s, when horse hiring was introduced, one of the things that they did, that is also when the street hail became really commonly used. So what they did is they actually removed the radios from cabs, because then you were way less likely to have a viable claim of employment if there was no radio in your car telling you where to go, right? So black cars were meant to serve sort of the outer boroughs and also high finance in terms of, sort of predictable limo service. Maybe they would come for you every day at a certain time. And one of the things that came out of the Black Car Fund was is sort of they have more social protections than yellow cab drivers do. So they have a fund which offers sort of unemployment, I think it is, and some health and safety. And that is paid for with a tax. Now, Uber has taken a very strong position that they are being taxed unfairly, despite the fact that they're an app and not a transportation provider, that this is unfair. And so in the machinists working with Uber, with this sort of group that they developed for the purpose of social dialogue, one of their proposals was to do away with this tax at a state level in order to give the drivers a higher wage. Now, that really, I think, just speaks to sort of the Ubernomics model of we'll underride, or undermine the social welfare system and what is good for everyone in order to offer these people, additional benefits and sort of assuage their concerns in the immediate. So there have been efforts by the Taxi Workers Alliance to start a similar fund for yellow drivers. They've run, based on administrative regulation stuff, they've run up against some roadblocks with that around whether or not they've brought those plans in the appropriate venue or not, but I anticipate there will be more of that to come. Yeah, it's not always that the workers will be protected from the contract. But
if you have a formal contract in China, you are under the protection from the labor contract law. So if somebody, your employer breach the contract, not obey the contract, you can, that is mean he breached the law. So you can sue to protect the right of yourselves. That is the meaning of the formal contract in China. Yeah. Way to protect themselves, but not to ensure the unhappy things happen. Yeah. So. Yes. Okay. Yeah. So I think we are on time. So shall we close our workshop? Okay. Thank you very much, and thank you.